Syriens ont repris la ville historique de Palmyre aux djihadistes du groupe État islamique. C'est une information de Moscou. L'organisation de l'État islamique s'est totalement retirée de Palmyre, a précisé de son côté l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Mais l'armée syrienne est toujours en train de nettoyer les banlieues des mines et ne s'est pas encore installée dans la totalité de la ville, précise-t-il. Lafarge Holcim aurait donc payé des groupes armés en Syrie et d'après Le Monde, eh bien, il pourrait y avoir au sein de ces groupes armés l'organisation de l'État islamique. Pour parler de cette affaire, Marie-Laure Ghislain, Sherpa et responsable du contentieux du programme Globalisation et Droits Humains RSE, est avec nous. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors pour revenir sur cette affaire, Lafarge Holcim en fait a reconnu avoir donc remis des fonds à des partis, à des groupes armés en Syrie pour justement permettre à une de leurs usines de continuer de fonctionner. Quelle conclusion en fait tirez-vous du fait que finalement le groupe aujourd'hui reconnaisse cela ? Pour nous, c'est une reconnaissance partielle des faits, effectivement, qui conforte l'analyse que nous avons faite des 200 pièces que nous avons produites à la plainte. Il ne faut pas oublier que la responsabilité dans cette affaire doit revenir principalement à la maison mère française. Et c'est ce que semble vouloir brouiller en fait Lafarge aujourd'hui à travers cette reconnaissance partielle des faits en faisant vraiment peser la responsabilité sur la filiale syrienne. Or, Sherpa travaille depuis des années sur précisément la responsabilité des maisons mères. Et dans cette affaire, la maison mère dont détenait presque à 100% la filiale syrienne et était à l'origine, en tout cas bien au courant de toutes les décisions qui étaient prises en Syrie. Alors pour revenir un petit peu sur les faits, pour être un peu clair, donc c'est une cimenterie du nord-est de la Syrie. Elle avait été achetée en 2007 par Lafarge. En 2010, donc ils l'ont faite fonctionner. La guerre civile éclate. Il y aurait eu donc un certain nombre de pots de vin, livrés à des checkpoints. Donc, et là, ces intermédiaires auraient eu des liens avec des groupes armés, notamment le groupe État islamique. Est-ce qu'il aurait fallu finalement qu'ils ferment cette usine ? Bien, écoutez, Total, Bell, les autres multinationales françaises ou étrangères avaient quitté le pays justement face à ce risque de devoir continuer leurs activités avec justement des arrangements qui auraient dû être pris de la sorte. Donc c'est vrai que on se demande pourquoi Lafarge est restée, surtout que dans son communiqué, ils nous disent avoir été déficitaires. Ce n'est pas ce que nous disent les employés puisqu'ils ont reçu des bonus jusque 2014. On se demande effectivement pourquoi Lafarge est restée. Ils ne répondent pas à cette question. Véritablement. Eh bien, ils disent qu'ils étaient déficitaires et que c'est pour le bien et protéger les salariés. Alors nous avons envie de nous demander, mais si vraiment on voulait protéger les salariés, pourquoi avoir laissé l'usine se faire attaquer par l'EI, par exemple, alors que tout le monde était au courant de cette attaque le 19 septembre 2014, sans prévoir de plan d'évacuation, alors que les expatriés, par exemple, 2 ans auparavant, avaient été rapatriés avec de grands moyens. Pourquoi demander à des salariés de venir à tout prix à l'usine, même les jours où ils se font, par exemple, arrêter sur le chemin. Et c'est vrai que les plaignants qui sont à la plainte, les 11 plaignants, font état justement de ce manquement de sécurité qui a eu lieu entre 2012 et 2014. Alors ils ont fini par fermer l'usine. Qu'est-ce qu'ils risquent aujourd'hui ? Ce qu'il risque aujourd'hui, c'est que le juge d'instruction, après une enquête, une instruction approfondie, demande à ce qu'il y ait un jugement et que, du coup, il soit jugé pour les fondements que nous apportons dans la plainte, c'est-à-dire financement de terrorisme, complicité de crimes de guerre et complicité de crimes contre l'humanité, ainsi que mise en danger délibérée des salariés. Alors, est-ce que ça ne pose pas tout de même la question du business en temps de guerre, cette histoire de Lafarge Holcim ? Comment une société, à quel moment doit-elle prendre la décision justement de fermer une usine, qu'elle soit française ou autre, lorsqu'elle est dans une zone de conflit ? Vous savez bien que c'est compliqué sur place, que sur le terrain, c'est très bien la théorie, mais qu'en pratique sur le terrain, les choses sont très compliquées, qu'il y a des factions armées différentes, qu'un jour, une faction est considérée comme une bonne faction, le lendemain, c'est une autre faction qui sera considérée comme une bonne faction. Quelle est la démarche à suivre véritablement ? Ce n'est pas simple.
Ce n'est pas simple, effectivement. Cette question, ce cas pose la question, effectivement, de la participation des multinationales aux groupes armés lors de conflits, mais aussi, et plus largement, des multinationales dans les violations des droits humains. Il y a un texte historique qui vient d'être adopté le 21 février 2017, justement, sur lequel nous travaillons depuis des années, pour responsabiliser les maisons mères dans ce type de conflits armés, mais aussi en temps normal pour vraiment tout type de violation de droits humains. C'est extrêmement important, et effectivement. Qu'est-ce qu'on leur impose dans le cadre de ce texte? Alors, on leur demande, et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, alors que les gens sont très surpris quand on leur dit ça, mais une maison mère aujourd'hui n'est pas responsable des violations des droits humains sur sa chaîne de production par des filiales, par exemple, ou des sous-traitants. Aujourd'hui, on leur demande de prévenir de gros risques d'atteinte à l'environnement ou aux droits humains, de prévoir un plan de vigilance et de réparer les dommages en cas de non-respect de ce plan de vigilance. Alors, ça ne s'applique qu'aux entreprises françaises? Ça ne s'applique qu'aux entreprises qui sont situées en France, donc aussi des entreprises qui seraient étrangères et qui auraient 5000 salariés en France ou 10 000 dans le monde à partir d'un siège en France. Est-ce qu'il ne faudrait pas un texte plus international pour justement que tout le monde soit concerné et pas que les Français? Alors, la France n'est pas le seul à avoir adopté ce type d'initiative. On est en train, en Europe, petit à petit, dans d'autres pays, de le faire. Il y a un traité international qui est en train d'être négocié, au niveau de l'Europe aussi. Donc, nous avons été pionniers sur le reporting extra-financier, par exemple, ou sur l'abolition de l'esclavage. On ne nous disait pas, il aurait fallu attendre les autres pays. Là, c'est extrêmement important. Mais vous le souhaitez, a priori, que d'autres suivent? Ah, les autres sont en train de suivre. Il y a déjà des initiatives dans d'autres pays et les multinationales françaises l'ont compris aussi. Elles ont intérêt à montrer une image responsable et à suivre cette loi, puisque le consommateur aujourd'hui désire consommer responsable. Merci beaucoup Marie-Laure Ghisselin, Sherpa et responsable du contentieux du programme Globalisation et Droits Humains RSE.